Bonjour à vous. Alors certains d'entre vous m'avaient demandé de leur montrer des images de nature puisqu'ils étaient en ville, confinés en ville, en appartement, avec peu de possibilités, voire pas de possibilité du tout de bouger, ce qui est la norme. Je me permets de vous offrir un petit peu de nature. Alors je rassure tout le monde, je respecte les instructions de confinement, sauf que j'ai la chance, où je suis actuellement, d'avoir un bois juste derrière et où je ne croise personne, si ce n'est deux biches, comme ce matin en allant courir, ou des pivers, ou comme vous l'entendez peut-être, des oiseaux. Mais j'y reviendrai. Alors, très content de du coup, vous offrir un petit peu de nature et puis de se servir de ce prétexte-là pour parler du retour à la nature, retour forcé. Alors on va détailler un petit peu pourquoi c'est intéressant de parler de cela en ce moment. Je pense que c'est dans la tête de pas mal de personnes. Et puis j'ai pas choisi ce lieu-là par hasard. Donc ça c'est un lieu qui m'est très cher pour plusieurs raisons. Déjà ce sont on va dire les terres où ont grandi mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Et où moi je me suis épanoui, où j'ai découvert la nature petit et où je viens le plus souvent possible. Alors cet endroit-là est symbolique pour moi pour deux raisons. Et donc elle va me permettre de faire une allégorie avec ce que je vais essayer de présenter là dans cette vidéo. Et juste à 40-50 mètres, il y a un égret noir à maïs pour distribuer automatiquement du maïs aux sangliers. La forêt où je suis, là j'ai parlé des chevreuils, des biches, il y a énormément de sangliers. C'est un bois à gibier très fourni. Et donc moi j'ai été initié à la chasse, à la traque des animaux sauvages, puisque dans ma famille, qui est une famille paysanne, eh bien, il est d'usage de chasser. Donc moi, je n'ai jamais chassé. En revanche, j'ai eu la chance d'accompagner mon papa tous les dimanches, généralement le dimanche matin, pour aller chasser avec lui. Alors, je ne l'ai jamais vu tirer un coup de fusil. Par contre, ça m'a permis de découvrir la campagne, de connaître les arbres, de connaître les mousses, de connaître les plantes, de connaître les pierres, les coins à niches, à identifier les gibiers, les pas, ce qu'on appelle, à faire, voilà, traquer les animaux et à comprendre ce qu'était la nature. Et c'est une grande richesse qui m'a été léguée, j'ai eu beaucoup de chance pour cela. Mon papa aimant plus la nature que de se servir de son fusil. Il lui arrivait sur une saison de chasse de ne jamais utiliser son arme. Tout ça c'est pour resituer le contexte dans lequel je me trouve et pourquoi je vais présenter tout cela. Et donc je parle de cet égret noir parce que on pourrait dire, tiens, c'est sympathique, ça sert à nourrir les sangliers l'hiver, lorsqu'il fait froid. Est-ce que les sangliers ont besoin d'interventionnisme humain pour se nourrir et se débrouiller dans un milieu dans lequel ils grandissent depuis des centaines de milliers d'années de manière autonome? Évidemment non. Quel est l'intérêt de tout cela? Eh bien, c'est de familiariser le sanglier avec ce lieu, qu'il y vienne, parce que ben là, il y a du maïs, donc le maïs très sucré, ça n'existe pas dans son environnement. Normalement, au sanglier. Je rappelle, le maïs est une céréale qui a été importée d'Amérique du Sud et donc il adore ça. C'est pour ça qu'il détruit les champs de maïs. Enfin, il détruit, si on se place du côté paysan. Hein. Et donc moi j'ai souvenir d'ailleurs étant petit de devoir aller aider mon oncle à chasser entre guillemets les sangliers, à courir dans les champs de maïs pour les faire sortir parce qu'ils étaient en train, avec les marcassins, de manger toutes les récoltes et de les coucher en faisant leur bauge. Enfin bref. Et donc du coup là les paysans, non pas les paysans, les chasseurs pardon, distribuent du maïs, et évidemment c'est pas philanthrope ou sanglier anthrope. C'est vraiment de les habituer à ce lieu-là, qu'ils soient en sécurité, et puis le mois de septembre-octobre venu, eh bien de venir les cueillir, non pas la fleur mais la balle au fusil, et qu'ils servent à leur tour de nourriture pour les humains. Donc du point de vue de l'animal, il se dit ben, je suis nourri abondamment, c'est une chance, je n'ai pas à faire d'efforts quotidiennement, du maïs très bon, très sucré, très distrayant, mais distribué par je ne sais pas quelle grâce, peut-être le dieu des sangliers, et je peux m'en repaître tranquillement. Sauf qu'en revenant à cet endroit-là régulièrement, eh bien je vais y laisser ma peau. Pourquoi j'utilise cette histoire et quelle métaphore on peut en tirer? Eh bien, si je parle de la campagne, je suis obligé de parler de l'environnement urbain. Et cet environnement urbain, pour moi, c'est un peu cela, c'est-à-dire il y a eu un exode vers les villes il y a 2 générations de cela, on va dire, à partir de l'hyper-industrialisation, surtout la période
post-Seconde Guerre mondiale en Europe, où on a déserté les campagnes. Il y a eu une première vague après la guerre 14-18. Et après, la Deuxième Guerre mondiale a achevé tout ça, il fallait reconstruire le pays, donc tu as pris des maçons, il y avait une augmentation du niveau de vie. Les gens qui tiraient un petit peu sur le capital ont laissé un petit peu du lest et ont fourni des acquis sociaux, hein, ou plutôt des luttes sociales pour donner un peu de sécurité sociale, donner un meilleur confort de vie, pour pas que les gens pris dans leur élan guerrier ne se rebellent trop. Et donc cet appel de la ville, ou ce besoin de la ville, ou cette envie de la ville de la part du peuple, a généré une hyper-urbanisation dont nous en voyons aujourd'hui les limites. Et pourquoi je parle de cette histoire de grains de maïs? Eh bien je pense que nous sommes attirés par la ville comme les sangliers avec le maïs. C'est distrayant, c'est facile, et c'est confortable. Quel est le prix à payer de tout cela? Eh bien on le voit aujourd'hui, avec cette quadruple crise, donc cette crise sanitaire, cette crise écologique, cette crise économique et cette crise politico-sociale, on va dire. Et on se pose tous la question, j'imagine, de que va devenir l'après, où est-ce que je vais vivre, comment est-ce que je vais vivre et vais-je pouvoir vivre? Parce que là, on est focalisé, hyper méga focalisé sur le coronavirus, donc sur la sphère sanitaire, mais la sphère économique va être extrêmement violente, et elle couvait déjà. Et la question de l'autonomie, la question, je dirais même, de la survie va se poser. Allons-nous faire comme ces sangliers de continuer de retourner à l'aigrette noire ou allons-nous décider d'un autre mode de vie? Il est assez intéressant de constater que dans les villes, il y a eu une grande migration, un exode par les voies de chemin de fer, par les locations de véhicules. Tout était saturé, la SNCF était saturée, les locations de voitures étaient saturées, les gens ont fui la ville. Alors, le mauvais côté, c'est que ça a disséminé le virus. Mais là, je vais prendre un autre exemple où on peut fustiger chez la Tisla. Moi, je ne juge pas. Mais en tout cas, c'est que les gens se sont tenus à la campagne, visiblement. Donc, il y a un intérêt, je dirais, qui va devoir se poser pour ceux d'entre eux qui ont fait ce choix-là, on va dire, de l'émigration, d'aller vers l'extérieur de la ville. Pourquoi le faire? Et est-ce qu'on va revenir? Et comment on va revenir? Avec quel état d'esprit? Avec quelle philosophie? Donc là, je mets une parenthèse dans la parenthèse en disant pourquoi je ne fustige pas tant que... Enfin, si on fustige ces gens-là, ok. Par contre, il serait intéressant de fustiger l'attitude des très grosses entreprises, des très grosses industries, des multinationales qui continuent de fonctionner. Donc c'est-à-dire qu'il nous a été demandé de travailler en télétravail. Par contre, les gros sites de production sont ouverts. Donc c'est-à-dire les gens partagent des lieux de travail, partagent des vestiaires, partagent des environnements clos où il y a de la production. Et laissant cours à des centaines de personnes de s'auto-contaminer et d'aller répandre tout ça. Ça aussi, il faudra que ça soit dépecelé à un moment donné. C'est pourquoi il y a des droits d'un côté, pourquoi on fustige l'attitude de l'autre et pas pourquoi. Donc ça ressemble quand même à un phénomène de classe où celui qui peut travailler en télétravail, généralement celui qui a un travail plutôt de service, eh bien, peut préserver sa santé et celle de son entourage, et pourquoi l'ouvrier, lui, est possiblement mis en danger. Et sert d'outil de production jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on puisse tirer le fil. Donc ça c'est intéressant à décoder maintenant et surtout a posteriori quand viendra le temps de demander des comptes. Fin de la parenthèse. En tout cas, une parenthèse doit être ouverte sur l'intérêt de s'autonomiser plus et de retourner vers la nature. Ce matin, je suis allé courir, comme je le disais, donc j'ai croisé des pivers, j'ai croisé des biches, et un calme mais absolu, et donc les oiseaux chantaient, on n'avait pas de traces d'avions dans le ciel, on n'avait pas de bruit d'avion, on n'avait pas d'hélicoptère non plus, pas de poids lourds, enfin pas de perturbation humaine. Je précise, en France, il n'existe aucune zone dans laquelle il y a un calme, enfin une non-activité humaine sur plus de 15 minutes. Ça n'existe pas en France. Il y a une douzaine d'endroits dans le monde qui sont préservés, donc on va toujours entendre un bruit de tronçonneuse, un avion, une voiture, que sais-je, enfin la présence d'une activité humaine. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est entendable? Sans jeu de mots. Et nous, comment nous positionnons-nous aujourd'hui en étant coupés du réel, coupés du naturel et en étant confinés?
La nature, elle, continue de vivre. Il n'y a pas de souci, je dirais, elle s'en porte mieux qu'avant. Il y a moins de pollution, il y a moins de perturbations, et il y a un épanouissement, ça se sent. Moi, je connais ces bois par cœur, je les connais comme ma poche, et donc je vois bien que c'est différent. Il y a une route nationale qui est pas trop loin, donc on peut entendre, et c'est un lieu de mouvement, quoi. La deuxième chose, derrière ça, c'est derrière cette peur du manque, tout à fait compréhensible dans la société d'hyperconsommation dans laquelle on vit, de faire des réserves, parce qu'on nous apprend à faire des réserves, à épargner, à mettre de l'argent de côté, à anticiper, à prévoir, à gérer du capital, etc., à jouer avec les jeux de paris en ligne, placer, etc. Donc on est habitué à ce modèle-là, et pas au manque. Et là, le manque arrive, et ça devient catastrophique, alors qu'on nous a promis, et je pense que ça va être le cas, tout va être approvisionné, hein, parce qu'il y a des grosses sommes d'argent, et puis ça ferait des émeutes et des révoltes. Mais ça devrait nous questionner plus profondément que le fait de pouvoir s'approvisionner à la supérette en fruits et en légumes. C'est jusqu'à quel point je suis dépendant, jusqu'à quel point je suis vulnérable, et jusqu'à quel point je suis déconnecté de la nature pour être à ce point dépendant du grain de maïs qui tombe sous les grès noirs. Si on ne fait pas cette crise existentielle-là au niveau social et au niveau individuel, on passe à côté de quelque chose de gravissime, à mon avis. On arrive à quelque chose qui est paroxysmique au niveau de l'échelle humaine, hein. C'est tout à fait inédit d'avoir à ce point perdu le contact avec le réel, avec la nature. Et donc, on ne va pas se réveiller indemne de cette situation-là. C'est pas possible. Et celui qui ne va pas réagir, je dirais, avec une énergie phénoménale à cette situation, risque de se voir contraint à subir les assauts politico-sociaux de ce qui va être décidé. Retrouver de l'autonomie sur sa santé, c'est déjà retrouver de l'autonomie au niveau intellectuel. Et je nous invite, chacun d'entre nous, à nous documenter. Il y a beaucoup de livres libres de droit qui existent sur l'agriculture naturelle, sur la permaculture, sur l'hydroculture, sur l'électroculture, sur tout un tas de méthodes qui permettent de produire de l'alimentation, de s'autonomiser et d'être en contact avec ce qui fait qu'on est. Là, j'espère que les gens qui ont peur de manquer de nourriture vont se dire « il faut que je sois moi maître de ma nourriture ». Il faut que je comprenne au moins comment circule, parce que c'est vrai qu'on va dans les supermarchés, on a tous les produits du monde, des kiwis de Nouvelle-Zélande, de l'ananas du Pérou, de la mangue de Bolivie, enfin bref, ça vient des quatre coins du monde, des litchis de Suriname, que sais-je, enfin bref, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et à bas prix, et des barquettes à 2 €. Est-ce que ça a un sens de consommer comme ça? Est-ce que ça a un sens de faire traverser des paquebots, des avions pour de la nourriture qu'on pourrait produire nous-mêmes, théoriquement nous-mêmes? Tout le monde est capable de produire. Eh bien, c'est une question à se poser. Moi, j'ai grandi les 5 premières années de ma vie en ville, en bâtiment, en HLM, pour ainsi dire, avant de revenir ici, sur cette terre-là. Et j'ai vu, donc, dans mon milieu, donc je parlais de ma grand-mère qui est encore en vie, être complètement autosuffisant. Donc on me parle de dire ah ben, tel principe pour être autosuffisant, moi je l'ai vu, je l'ai vécu. Et les seules choses qu'elle achetait, ma grand-mère, c'était du sucre, c'était de la farine et c'était de l'huile. Tout le reste était, enfin éventuellement du beurre quand elle ne le faisait pas, mais tout le reste était fait par elle-même. C'est-à-dire elle produisait un superbe potager, il y avait des arbres fruitiers partout, d'ailleurs dans les champs, il n'y en a plus là, mais à chaque extrémité de champ, en plus du bocage où les animaux pouvaient se reproduire, nicher, les lièvres, les lapins de Garenne, les grives, etc., les loirs, bref, tout un tas de faune pouvait vivre, eh bien, il y avait à chaque bout de champ un prunier, un mirabellier, un abricotier, un pommier, un poirier, des variétés anciennes. Aujourd'hui, elles ne sont plus là parce que pour gagner 10 mètres de bande, eh bien, les paysans ont tout déchiqueté et ont préféré aller les acheter à Carrefour en promotion. La folie du monde moderne. Et donc je voyais donc ma grand-mère bien faire des confitures à partir de ces fruits-là, faire des conserves, faire de l'agnole,
faire tout un tas de tartes, faire sécher aussi. Je voyais des grands bocaux de kéfir qui étaient faits. Mon grand-père faisait la vigne, il faisait du vin blanc, du vin rouge, il faisait champomiser son vin blanc. Il élevait des lapins, il élevait des poules. On avait même recueilli un sanglier une année qui était perdu. Voilà, nous avions tout, et puis évidemment les céréales et la viande charolaise, plus le gibier de chasse. Donc cette autonomie-là, elle est possible, on l'a vu, et on dit « ah, c'est difficile ». Mais je rappelle que ces personnes-là, mon grand-père m'a raconté qu'au début qu'il a repris la ferme à 14 ans, sa première chose, ça a été de tailler des colliers à bœufs dans le bois, qu'il a monté un hangar avec ses mains, aussi pour commencer à stocker son premier matériel. Ma grand-mère faisait la lessive au lavoir. Il n'y avait pas d'électricité, donc si eux ont réussi à le faire, alors que nous avons des connaissances, des outils de production supplémentaires, alors quand je dis connaissances supplémentaires, on en a perdu beaucoup, mais avec la synthèse et l'échange et le partage, on arrive à compenser cela, et on allait chercher l'eau aux pluies. Je pense que ce qui parlait cataclysmique pour beaucoup peut être perçu comme une aubaine. Tous les survivalistes qu'on pensait être de doudingues ou des tarés ou des complotistes ou que sais-je, aujourd'hui, eux, ça ne change rien pour eux. Alors je ne dis pas aller jusqu'à cette zone-là pour que la personne qui repart de rien, mais à un moment donné, il va falloir trouver un delta de correspondance. Et j'espère que cet exode, où les gens intuitivement ont senti que leur place était plus à la campagne qu'en ville, va allumer des étincelles en disant mais jusqu'à quel point j'ai fui la nature, jusqu'à quel point j'ai fui ma nature fondamentale et authentique. Et on est tous convoqués à réfléchir à cela, je pense. C'est une évidence, rien ne sera plus comme avant, donc qu'est-ce qu'on va engraisser, qu'est-ce qu'on va faire grossir, qu'est-ce qu'on va faire grandir, qu'est-ce qu'on va nourrir, nous, avec nos pensées et nos actes. Bien sûr que la ville, c'est intéressant, on peut aller au cinéma, on peut aller au fast-food, on peut voir des amis, on peut aller boire des verres dans des bars, on peut voir des concerts, on peut faire plein de choses en ville, bien sûr. Quelle est l'essence aussi de tout cela? Quelle est l'hyperconsommation? Quelle est la société hédoniste qu'on a construite depuis 50-60 ans? Et jusqu'où elle nous a amenés? Eh bien, je pense que l'hédonisme a amené vers l'hyperconsommation et le libéralisme. Donc là, on ne va pas faire de sociologie ou socio-anthropologie, on pourrait, ça serait pertinent, d'autres le font mieux que moi, mais il y a à chercher, la plupart des personnes qui réclamaient de la liberté fin des années 60 sont devenus les pilastres de la société ultralibérale et du système bancaire, c'est-à-dire de la consommation à tout crin. Derrière la liberté, il y avait surtout la jouissance et la consommation, qui ne me semblent pas être des valeurs qui aujourd'hui peuvent être fertiles. Au contraire, c'est celles sans doute qui nous ont amenés, avec l'hypermondialisation, vers la libre circulation des biens, des personnes et des marchandises, et à évaluer des conditions là où il ne devrait pas y avoir de débat. On préserve la vie, on préserve la nature, on préserve nos instincts, on préserve la beauté et on préserve l'humain. Aujourd'hui, on a tout souillé. Il faut être clair d'un point de vue écologique, d'un point de vue du respect de l'humain. Les dernières années, je parle pour la France, nous ont montré que ça peut être très violent d'essayer de vivre son humanité. Oui, il y a pire, mais est-ce qu'on doit se contenter de se comparer à ceux qui sont pires ou essayer d'élever notre niveau d'aspiration, philosophiquement, spirituellement, humainement avec le contact avec la nature, ou est-ce qu'on doit se comparer aux plus faibles, aux plus démunis et aux situations les plus critiques? Je répétais il y a plusieurs vidéos que le privilégié devait par son statut aider le faible. Eh bien aujourd'hui, je pense que vont fleurir des personnes, c'est déjà le cas hein, sur la permaculture, qui est passablement devenu un business par ailleurs, vont fleurir des initiatives de partage pour proposer eh bien, une vision alternative et des choses concrètes pour vivre autrement. Je ne dis pas de tout plaquer, évidemment, du jour au lendemain, si on est né Paris intramuros et puis d'aller se perdre dans le Morvan puis de tout démarrer, ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'est de commencer de réfléchir, de créer une amorce dans sa tête pour se dire mais où j'en suis dans mon contact avec la nature? Est-ce que j'ai entendu des oiseaux chanter récemment? Est-ce que j'ai vu un soleil se lever ou se coucher?
Est-ce que j'ai été pris par la brise? Est-ce que j'ai senti le contact de la rosée? Est-ce que j'ai marché pieds nus? Est-ce que je me suis laissé aller à la sieste dans l'herbe? Est-ce que j'ai contemplé une vallée? Est-ce que j'ai contemplé un sommet de montagne? Est-ce que j'ai touché l'écorce d'un arbre? Est-ce que j'ai vu un animal sauvage courir devant moi? Toutes ces questions-là, elles nous ramènent à notre humanité profonde et il y a urgence, je dirais, à s'y reconnecter. Si on n'arrive pas à trouver la réponse en nous-mêmes, il y a tout un tas d'opportunités d'être inspiré. C'est pour ça que j'invite beaucoup en ce moment les personnes, plutôt que les choses lourdes, noires qui peuvent circuler sur telle et telle cause, telle et telle hypothèse de la crise ou du coronavirus. Bien sûr, ce n'est pas de tirer un trait là-dessus, mais à un moment donné, de vraiment se mettre en lien avec les éléments puissants qui nous font vibrer, qui nous ramènent à notre humanité profonde, c'est-à-dire celle d'être en lien avec tout, c'est-à-dire la nature avec un grand N, d'en ressentir les éléments, d'en ressentir la puissance, et de ne pas dire « non, moi je pense pas, je pense que vraiment c'est du complotisme de penser que la 5G est néfaste pour la santé ». Mais à quel moment un scientifique peut vous laisser croire ça? C'est pure folie. C'est pure folie. Si vous pensez que la 5G ne peut pas vous atteindre, vous devez admettre tout de suite que les électrocardiogrammes, que les électroencéphalogrammes sont de la foutaise. Nous sommes des individus qui sont aussi constitués de cellules qui vibrent électriquement. Si on vient perturber notre électricité, comme c'est prouvé avec les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire que nous avons un changement. Et je ne crois pas que la 5G élève notre conscience. Vous avez des études, j'ai fait une série de 6 vidéos sur les ondes électromagnétiques à la 5G. Je ne chercherai pas à convaincre qui que ce soit, mais à un moment donné, il faut revenir au réel. Si, comme à la ville, vous êtes appâté par la 5G parce que c'est super d'avoir une hyper-réactivité de connexion aux écrans, c'est très bien. C'est très bien, disons, faisons des îlots de 5G et puis allez vous réfugier dedans et peut-être laisser l'opportunité à ceux qui n'en veulent pas de vivre sans. Puisque je pense que la majorité des individus sont sceptiques, et ils ont raison de l'être. 20 000 satellites, autour de la couche terrestre, des radars, des ondes radio, et des circuits hertziens, de la 2G, de la 3G, de la 4G, de la 5G demain, et déjà en cours de réflexion la 6G et la 7G. Plutôt que de réfléchir à c'est bon, c'est pas bon, on va voir, comme disait l'ANSES, non, on ne sait pas, mais on va faire, et a priori, c'est pas. Mais on ne veut pas des a priori, on veut des certitudes. On nous a tout donné des a priori. A priori, ça va aller, hein, il y aura assez de masques. Bon, les a priori ne constituent rien. A priori, je ne veux pas d'une société hasardeuse, je veux les certitudes de la nature, et j'espère que vous aussi, vous serez inspirés par ce que vous voyez, vous entendez. Le soleil se couche un petit peu, donc j'espère que la lumière n'est pas trop basse et que on va pouvoir ensemble créer quelque chose qui soit fertile. Et n'oublions pas ce qui se passe, parce qu'on a tendance à vite oublier. Et une fois la crise passée, on pourra être sujet à l'effervescence de divertissement, d'aller dehors, d'aller dans les parcs, de repartir en vacances et d'oublier. Non, il ne faut pas oublier, parce que là c'est une crise majeure. Je répète, elle n'est pas que sanitaire. Ce n'est pas qu'un épiphénomène, c'est quelque chose de global. Pour moi, c'est une crise de conscience, c'est une crise spirituelle que nous traversons. Laissons la nature nous offrir les réponses, parce qu'elle a beaucoup à nous offrir. Je vous remercie de m'avoir écouté. Partagez cette vidéo si vous sentez qu'elle peut nourrir la réflexion positive de certaines personnes. J'attends vos remarques en commentaire. N'hésitez pas à mettre aussi des liens d'e-book gratuits, libres de droit. Je précise parce que les auteurs ont besoin d'argent pour livre, donc uniquement ce qui est libre de droit. À partager des documentaires et des textes dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour de prochains partages.